Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. On parle souvent de la relation market-commerce comme un vrai levier de croissance pour l'entreprise, mais on oublie régulièrement la relation market-produit qui est peut-être tout aussi importante. Pour voir justement comment est-ce qu'on peut faire collaborer les deux équipes pour aller chercher plus de croissance, je suis aujourd'hui avec un ancien collègue, Marc Vidal, qui est CPO part-time, et on va utiliser le framework AARRR qu'on va piquer au growth marketing pour voir justement comment faire collaborer les deux équipes pour avoir de l'impact à différents endroits dans le funnel. Bonjour Marc. Salut Axel, merci pour l'invitation. Écoute, avec, plaisir, comme je le disais, toi, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que bon, on est potes en dehors, donc c'est sympa de pouvoir échanger avec toi et puis en même temps, c'est une discussion market produit que j'ai assez peu eu jusque-là et comme on a bossé ensemble, en plus, on a eu l'occasion de travailler tous les 2 et le sujet, je l'aime bien parce que c'est aussi, j'ai trouvé intéressant de le faire partager sur le podcast. C'est un sujet qu'on a donné, tous les 2 aussi en conférence, chez Marseille Innovation. Donc un incubateur, enfin un accélérateur de start-up et c'était, bref en tout cas, assez intéressant donc je suis content de pouvoir le débriefer avec toi. J'ai beaucoup parlé, mais je vais quand même te laisser te présenter un peu en introduction s'il te plaît. Moi, je parle beaucoup aussi. Donc Ouais. voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Marc, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et je suis marseillais comme toi. Pour les 2 enfants, pour marseillais, pas le 41 ans, bien entendu. Fais attention, ouais. Voilà, donc c'est propre pour toi. Voilà. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je bosse dans le product. D'abord comme salarié et depuis 4 ans maintenant, je suis à mon compte, soit en tant que CPO, soit dans des boîtes, dans des PME, également en tant que première personne au produit. On a bossé ensemble, au final, Ouais. sur un produit, qui a fait quand même, sur les 3 premières années, donc on avait des clients qui étaient plutôt des ETI et on a fait 0 churn sur 3 ou 4 premières années et mine de rien, ça change pas mal la façon de voir les choses, on va dire sur cette approche, du framework ARRR et du Mmh. coup, je me suis pas mal focus sur ces sujets de croissance et de rétention, sur ces dernières années. Pourquoi ça marche chez certains et pourquoi pas chez d'autres? Et aujourd'hui, du coup, moi, j'accompagne des boîtes là-dessus et je bosse aussi également sur un outil à côté, grâce à tout ce qui est vibe coding pour voir, comment automatiser ou améliorer de la prospection côté freelance. Voilà. Très cool. Et écoute, on va rentrer dans le sujet. Tu vois, c'est vrai que je le disais un petit peu et tu l'as abordé aussi, la relation, market-produit, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Peut-être juste avant qu'on rentre dans le détail, comment toi tu vois du coup cet aspect-là? Comment c'est perçu un peu côté produit, les équipes marketing et tout, tu vois? Parce que c'est vrai que nous, on a tendance, on va solliciter le produit quand on a besoin d'infos, quand on a besoin de KPI, quand on éventuellement il y a, ah bah tiens, comme j'imagine d'autres équipes, des features, on a des retours où il y a des choses comme ça, ou des expérimentations à mener côté growth, et puis au final, c'est peut-être un peu désordonné. Mais voilà, comment tu vois le truc, toi? Heu, pour moi, c'est mon expérience et c'est la manière que j'ai de voir les choses. Moi, je trouve que c'est le plus central quelque part, dans le métier de product manager. Parce que quand on prend pas ce pan-là, en fait, on reste sur un pan très technique et on pense seulement à résoudre un problème pour l'utilisateur, sans penser à, la rentabilité que ça doit amener à l'entreprise et en fait, quand on prend vraiment le pli de se dire: «La collaboration avec le marketing, elle est indispensable», c'est parce que justement vous nous ramenez les pieds sur terre, c'est, qu'est-ce que ça va nous ramener vraiment et ça, c'est indispensable. Donc pour moi, cette collaboration, elle est, comme je l'ai dit déjà 3 fois, indispensable. Après, la manière de la mettre en place, ça va dépendre vraiment du contexte qu'on peut avoir et des entreprises dans lesquelles on est. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance au final de bosser dans une boîte qui était vraiment à taille humaine, où on était peut-être une quarantaine de personnes. Donc, on avait un lien très, très direct ensemble et on pouvait, bosser sur des sujets strat. Mais suivant le contexte de l'entreprise, ça peut être un peu dilué quand on commence à être beaucoup, donc c'est pas forcément simple. Voilà. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Hit, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site hit.io
donc HEEET.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Et est-ce qu'il y a des spécificités dans la façon d'approcher les personnes qui sont au produit? Tu vois, peut-être dans la... Parce que tu le dis, au final, ce que tu dis, c'est que des fois, cette notion un peu business, elle manque. C'est quelque chose qu'on voit aussi parfois dans les équipes marketing, d'ailleurs, Ouais, mine de rien. dur. Non, mais c'est vrai, tu vois, des focus un peu exagérés sur la lead gen, des KPI de trafic, ou des trucs comme ça. Et puis, même si maintenant, j'ai quand même l'impression que les sujets s'étendent et qu'on revient quand même plus sur des mesures, des métriques business pour mesurer l'efficacité, mais bref, j'allais dire, ouais, comment est-ce qu'il y a, et c'est pas une question que j'avais prévu de te poser, donc je te prends au pied levé, mais une façon d'approcher les équipes produits, tu vois, ou quelque chose à connaître en tout cas des personnes qui sont au produit pour mieux les comprendre quand on doit travailler ces relations-là? Heu, en fait, la 1re approche qui est, à mon avis, qui est intéressante, c'est quand on est au produit. Alors encore une fois, je ramène ça au contexte, hein, si jamais tu as une équipe produit de 20 personnes, on reste sur un contexte assez différent. Mais quand tu es sur des petites équipes, je sais pas, 1, 2, 3 personnes, le point qui est toujours important, c'est que nous, côté produit, on nous demande de faire du travail court terme pour, appliquer une vision long terme. Et je pense une des premières actions qui peut être intéressante dans la collaboration, c'est, montrer côté marketing en quoi c'est des actions aussi long terme que vous cherchez à mener, en quoi ça va servir à l'entreprise vraiment par rapport à cette vision-là. Donc je pense que la meilleure approche qu'on peut avoir, auprès d'une équipe produit, c'est même si on prend un sujet qui peut être petit, c'est vraiment expliquer en quoi sur la vision qu'on peut avoir, sur la stratégie qu'on peut avoir, ça peut avoir un impact. Donc moi je OK. vois bien le truc comme ça au départ. Ouais, tu veux dire, oui, c'est vrai qu'au final, vous, tu dans enfin, les actions du quotidien, on va dire, enfin, Ouais, de court terme, l'opérationnel, faut ouais. lancer ça, faut sortir ça, il y a ça à faire, il y a machin, pour construire une roadmap globale. Et ce que tu veux dire, c'est qu'au final, c'est 2 équipes qui travaillent un peu sur le long terme. C'est vrai que le marketing, Exactement. on est aussi challengé beaucoup sur des impacts à court terme et on aime bien, dire que quand même il y a un travail de fond à mener pour que ça porte, des fruits à long terme. Au final, on est un peu dans cette même dynamique de temps et c'est important de bien s'entendre là-dessus, quoi. Ouais, bah, typiquement, je te prends un exemple tout bête, mais tu es au produit la plupart du temps, enfin, dans ton quotidien, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps, tu vas avoir, des commerciaux ou des gens qui sont à la partie, plutôt, customer success qui vont arriver et qui vont dire: «J'ai besoin de ça». Décorrélé du contexte et de l'objectif qu'il peut vraiment y avoir derrière. C'est pas des demandes que tu prends pas, hein, en général, tu en prends, mais quand tu as la roadmap qui est déjà bien chargée, tu jongles entre les priorités, ben, là, on t'en rajoute. Et quelque part, si tu as pas ce contexte-là, ben, tu peux pas être capable de vraiment prioriser. C'est le métier de base, en fait, qu'on a. Et je trouve que la relation avec le market, elle est intéressante là-dessus, comme tu dis. Ouais. Vous travaillez des sujets assez long terme. Donc quand tu arrives à faire une demande, exprimer un besoin, mais le remettre vraiment dans le contexte et dans, ce que ça va apporter, et ben, forcément ta demande, elle va être de plus grande qualité, elle va être plus simple à prioriser et ça va améliorer, à mon avis, la relation. Ouais, c'est énorme parce que ce que tu racontes là des sales et des CSM ou machin qui débarquent en disant: «Ah bah, on a besoin de ça et tout», c'est un truc ouais, c'est vraiment un exemple qu'on prend tout le temps au market aussi, quoi. Voilà, c'est Ah pour bah, tu ça. les équipes qui débarquent: «Ah bah tiens, puis j'ai besoin de tel truc et puis il nous faudrait tel mail et puis il nous faudrait un contenu sur ça, machin», et puis donc pour le coup, tu vois, c'est peut-être une équipe avec lesquelles on a des problématiques. On Ah peut mais se reconnaître clairement, en tout cas et s'identifier assez facilement, quoi. clairement, et c'est pour ça qu'il Heu, faut pas qu'on soit ennemis, du coup. ouais, clairement. Ouais, de Vraiment, toute façon dans l'entreprise, ce serait bien que personne ne soit ennemi. ouais, Heu, ça c'est clair. globalement, c'est mieux dans une équipe. Donc venons-en quand même à notre sujet du jour. C'est vrai que, pour illustrer en tout cas, les impacts que peuvent avoir cette collaboration sur la croissance de l'entreprise, on s'était dit que ce framework du coup AARRR, qui est emprunté au growth, donc acquisition, activation, rétention, referral, revenu, il est intéressant parce qu'en fait, sur l'intégralité du cycle de vie client, on va dire, il y a des actions, qu'on peut mettre en place qui sont communes market produit et qui vont avoir un impact sur la croissance de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est qu'on prenne les actions, enfin ces différentes étapes qui sont pas forcément un funnel, hein, d'ailleurs, Ouais, clairement pas. et on en parlera, pas forcément un funnel justement, c'est pas linéaire, selon le business model de l'entreprise, mais qu'on les prenne les unes après les autres. Et puis, on a sélectionné des exemples, aussi, de boîtes connues, qui vont nous permettre de montrer comment est-ce qu'effectivement, des actions market produit, en tout cas peuvent avoir un impact sur ces différents leviers. Eh ben feu. Le premier point, c'est l'acquisition. Alors c'est moi qui vais commencer. Vas-y, vas-y, On change oui. un petit peu des formats d'habitude parce que comme c'est un truc qu'on a co-construit, du coup, je vais parler un petit peu plus que d'habitude. Alors ceux qui aiment pas m'entendre et qui viennent que pour les invités, bah, tant pis pour vous. Mais c'est comme Ah, c'est ça votre chemin. et voilà. Hem
du coup, ouais, le premier point, c'était l'acquisition. Donc, bon, l'acquisition, je vais pas refaire de détails. C'est peut-être le sujet qu'on maîtrise, enfin, qu'on connaît le mieux côté market. C'est se poser la question comment est-ce qu'on peut générer plus de leads qualifiés, tant qu'à faire. Pas forcément qu'une question de volume d'ailleurs, mais c'est un levier qu'on connaît. Évidemment, on pourrait parler de SEO, on pourrait parler de paid, on pourrait parler de réseaux sociaux. C'est pas trop le sujet là, mais l'idée, c'est de voir effectivement comment driver de l'acquisition par le produit. Pour ça, je vais prendre un exemple pas classique, mais un exemple qu'on connaît, c'est l'exemple de Typeform. Typeform, c'est donc un logiciel qui permet de faire des formulaires. Et en gros, si tu l'as pas déjà utilisé, va voir, mais c'est sympa parce que c'est une mécanique de question par question qui défile en fait, qui s'affiche, et du coup ça a tendance en général à faire augmenter les taux de complétion. Et dans les premiers plans, dans le plan gratuit notamment, quand tu vas créer ton formulaire sur l'outil, que tu vas vouloir aller l'implémenter sur ton site ou le partager quelque part, tu vas avoir en bas à droite un petit Powered by Typeform, qui est déjà, en termes de branding, ça permet de dire effectivement que ceux qui vont remplir le formulaire ont connaissance de l'outil, donc ça fait un petit peu de notoriété. Et puis ce qui est intéressant aussi en termes market, c'est que c'est des liens à chaque fois qui sont implémentés, et du coup ça fait aussi des backlinks pour le SEO, en plus de pouvoir avoir du trafic direct qui vient par là. Donc là c'est voilà, encore une fois, trois leviers qui sont intéressants. Et puis c'est un développement pour l'équipe produit, enfin peut-être qui est pas énorme, tu vas dire Marc, mais en tout Ouais, cas c'est ouais, ça ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une adaptation produit à faire qui va avoir un vrai impact market qui est pas forcément colossal, quoi. ouais, et clairement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des notions. Alors, il y a tu vas avoir des product managers qui en ont connaissance et d'autres qui sont un peu loin de ces sujets-là et qui se rendent pas forcément à l'impact qu'on peut avoir. Mais tu vois, tu parlais des liens que ça pouvait générer, donc tous ces backlinks qui sont super intéressants pour vous côté market. Typiquement, quand on cherche quand il y a une demande comme ça d'implémentation qui peut venir du marketing pour générer de l'acquisition sur ce genre de feature, c'est des choses qu'il faut mettre en avant, en fait. Clairement, pour arriver à montrer l'objectif commun. Et côté tech, c'est pas grand-chose. Mais la valeur ajoutée, elle est quand même très, très forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, tu l'as dit, on va pas parler d'un funnel. Et au final, quand on parle de cette partie d'acquisition, on peut la voir également quelque part comme une partie de referral. Ouais. Donc, on voit qu'on va mélanger beaucoup de choses là dans cette discussion-là. Mais en tout cas, côté produit, c'est quelque chose qui est franchement pas la mer à boire et qui peut avoir un impact assez important. Et je rajouterai un truc par rapport à ton intro sur ce fameux framework, c'est que vous, côté marketing, vous le travaillez d'une certaine manière. Et là où je trouve que la collaboration, elle est super importante, c'est que côté nous, produits, on va le travailler également. C'est un framework sur lequel on peut s'appuyer très, très fortement pour savoir prioriser nos devs. Parce que de manière assez simple, on va dire, quand on voit tout, ouais, on va dire, tout le backlog qu'on peut avoir, donc toute la liste de features qu'on cherche à prioriser, ce qui est intéressant, c'est arriver à ramener ces features-là par rapport à ce framework-là. C'est-à-dire se dire, ça c'est quoi? Est-ce qu'on est dans, est-ce que c'est une feature orientée acquisition, orientée rétention, referral ou autre? Et quelque part, on le bosse un peu dans notre coin. Et si on arrive à remonter d'un cran et à travailler ce framework-là, mais de manière commune, on arrive à faire émerger des sujets qui sont un peu différents. Typiquement, celui-là, on va dire que pour nous, c'est potentiellement une feature qui est pas forcément très prioritaire et qui est très referral. Et en le travaillant avec vous, vous allez nous dire: «Mais non, en fait, ça, c'est une feature qui peut être referral et acquisition avec beaucoup plus de visibilité». C'est là où on voit qu'il y a un vrai impact dans la collaboration, en fait. Ouais, et la question, c'est même peut-être de réfléchir ensemble et de se poser pour se dire quelle boucle, en fait, c'est une boucle de rétroaction positive, on va appeler ça, c'est les gros floops. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de capitaliser sur le produit pour créer justement ce type d'actions qui vont aller développer l'acquisition et à travers le produit, parce que c'est vrai que bon, la Typeform, on va dire que c'est très propre à l'outil, mais après tout, c'est aussi pensé, c'est comme ça que fonctionne Loom. Par Ouais, exemple, clairement, quand mais il tu y en a vas beaucoup, envoyer une hein. vidéo, voilà, forcément les utilisateurs, plus t'as de personnes qui t'envoient qui l'utilisent, plus il y a de personnes qui vont les connaître parce que voilà, c'est encore une fois, c'est intégré dans l'outil. C'est comme ça qu'a grandi Hotmail. Avec les premiers mails, quand tu avais la petite signature en bas, envoyée par Hotmail, créer un compte gratuit ici. Bon bref, il y en a plein des exemples comme ça. Zencaster, l'outil qu'on est en train d'utiliser là aujourd'hui pour enregistrer un podcast, quand on va nous fermer la fenêtre, il va y avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir, Marc, et qui va te proposer de créer un compte. Donc bon, après tu connais les outils de podcast parce que tu en as un. Mais du coup, tu vois, cette logique-là, en fait, elle peut se réfléchir à différents endroits. Et je sais que toi, tu avais voulu choisir un autre exemple Ouais, moi, sur ce point-là.
Côté produit, celui que je trouve intéressant, c'est celui de Shopify, en fait. Heu, eux, ils ont comment dire? Ils ont vraiment mis un outil en ligne, c'est gratuit, mais ça va aider toutes les personnes qui cherchent à monter un business, en fait. Ça le cœur de Shopify qui va leur permettre d'avoir donc, leur site marchand ou autre. Et Shopify, ils ont réfléchi le truc en se disant: «Mais en fait, la première question que vont se poser ces personnes-là, c'est, OK, très bien, mais il va falloir un nom de boîte, un nom de domaine, voir si c'est disponible ou autre». Donc, c'est le 1er frein, en fait, qu'ils peuvent avoir et derrière, après, il y a l'expérience Shopify. Et ils se sont dit: «Mais, nous, on va faire cet outil-là, on va le faire gratuit et de manière très, très naturelle, ça va embarquer, en fait, les gens vers notre solution et ça va les amener à contractualiser avec nous». C'est super intelligent. C'est un outil, alors je saurais pas dire s'il leur a coûté, vraiment cher ou quoi que ce soit en termes de développement, maintenance, mais, le levier d'acquisition, il est énorme et là, on est sur un levier qui est, 100 produit au final. Mmh. Ouais et c'est vrai que tu vois cette technique de enfin c'est une celle-là pour le coup, ils ont pris leur funnel, ils se sont dit: «Où est-ce qu'on peut apporter de la valeur juste en amont, quand est-ce que les gens vont avoir besoin de nous, quoi?» Et effectivement, du coup, c'est sur la création de l'entreprise, la génération du nom de domaine. Hem, mais après, tu vois, moi, j'avais discuté aussi sur le podcast avec, Thibault Louis Leca, qui était le fondateur de Taplio. Et Oui. lui, il me disait qu'effectivement, en termes de lead gen, ils avaient créé, lui, son meilleur truc, côté SEO, c'était des espèces de mini outils, où c'était en gros, ils isolaient des fonctionnalités dégradées de leur outil. Ils en faisaient des mini outils et puis, du coup, c'était des sujets qui fonctionnaient très bien. Taplio, c'est un outil pour, gérer, les réseaux sociaux, enfin, notamment LinkedIn. Et du coup, bah, effectivement, ils ont fait, un outil pour, télécharger les vidéos issues de LinkedIn, pour, générer des résumés, de certains fils de posts, voilà, faire des feedbacks sur des profils LinkedIn, des trucs comme ça. Donc en fait, tout ça, c'est des petites briques de leurs outils, qui permettent du coup derrière d'aller chercher un trafic très, très qualifié aussi sur le SEO. Bref, encore une fois, là, pour le coup, il s'agit d'isoler des petites fonctionnalités. C'est qu'aujourd'hui, peut-être des choses qu'on peut développer avec l'IA, d'ailleurs, tout Ouais, simplement, oui, sans avoir besoin on de peut aller sortir du tellement produit plus vite vraiment, maintenant quoi. avec ça. Clairement, Carrément. clairement. Après, ça marche pas tout le temps non plus, hein. On a fait des tests nous aussi de notre côté. Bon, bah, des fois, on peut coder des petits agents, des trucs comme ça, on les met, on voit si ça mord. Voilà, faut avoir conscience que c'est pas tout le temps des réussites, mais c'est vraiment un levier qui est intéressant quand même à mettre en place. Puis, un des points les plus importants sur ce framework-là et qu'on soit marqué tous vos produits, c'est derrière, bah, arriver à suivre des KPI. Mmh. Pas se noyer dans les KPI, mais suivre des KPI pour voir justement l'impact qu'il peut y avoir, réellement et savoir si, on coupe les choses ou si on les continue. Mais ça, on Ouais. va en parler, je pense, tout le long. C'est clair, mais tu vois, c'est là que c'est enfin, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de se poser ensemble et puis de se là où l'interaction est intéressante, c'est de se dire, tu vois, bah, typiquement sur ces histoires de mini fonctionnalités ou de mini outils, c'est, quelles sont les fonctionnalités dont on tire le plus de valeur, tu vois? Ou que Ouais. les utilisateurs utilisent le plus, dans l'outil? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être, l'exporter, l'isoler ou en faire un mini jeu, tu vois? Enfin, là, l'échange, il est vachement riche parce que nous, bah, tu as des données SEO, tu as des données marché, enfin, par rapport au sujet qu'on peut traiter, par rapport au contenu et tout. Vous avez les retours intérieurs de l'outil, des clients et toutes ces métriques-là qui, effectivement, du coup, peuvent Un venir alimenter la discussion. un point et je te coupe et de toute manière, on va avancer, t'inquiète pas sur l'activation, mais un point que je trouve intéressant quand, tu me parlais de la relation entre produit et market, c'est que nous, au produit, on peut avoir tendance à être un peu bridé sur nos idées au bout d'un moment. Mmh. Je On a certains biais là-dessus et ce qui est intéressant dans la relation qu'on peut avoir avec vous, c'est qu'il y a un œil vraiment neuf, sur une vision long terme et vous apportez des fois on va dire des nouvelles façons de penser à certaines résolutions et je trouve ça très, très intéressant, je trouve. Voilà, Écoute, la petite voilà, en parenthèse. tout cas, de toute façon, c'est toujours intéressant de Ouais. de collaborer avec les différents responsables de service quand on est responsable market, mais normalement, dans une entreprise qui fonctionne bien, effectivement, le market est en relation avec tous les services, voilà. J'aime bien voir ça un peu comme le milieu de terrain, tu vois? Qui va faire la non, mais c'est vrai que souvent, bah, c'est pas forcément l'équipe qui brille, tu vois? Parce que tu as les sales, et machin, tu as le truc, mais au final, tu as les bases, quand même, produits, dev, et puis derrière, faut faire la passe au commerce, pour, que tout ça fonctionne bien et du coup, au milieu, tu as quand même le marketing qui est censé mettre un petit peu de liant. Bref, autre sujet. L'activation et du coup, bah, vas-y, je vais te laisser un petit peu parler parce que du coup, c'est pas mal moi Ah bah, qui ai alors parlé jusque-là. sur l'activation déjà, côté, de manière générale, il y a un sujet que je trouve assez intéressant. J'ai accompagné pas mal de boîtes ces dernières années, que ce soit avec, des incubateurs ou, sur mon activité à côté et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un truc qui ressort assez souvent, c'est, l'espèce de fausse croyance que, bah, l'activation, c'est à partir du moment où le compte utilisateur est créé et ça, c'est quand même c'est une erreur qui fait tellement mal. Mmh. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut le voir parce que
on va se poser des questions derrière en se disant, je comprends pas, j'ai tant de comptes créés, donc tant de comptes actifs, soi-disant, et pourtant il se passe rien. Et puis du coup, j'ai du churn, donc vraiment c'est ma rétention qui va pas. On commence à se poser des questions, on accompagne les gens et on dit mais en fait, c'est des utilisateurs, ok, ils ont créé le compte, mais ils ont jamais rien fait sur ton application, sur ton produit. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que tu as vraiment bien défini ton activation? Et c'est là où on arrive sur cette définition-là, mais je pense que côté market, c'est quand même quelque chose sur lequel vous êtes sensibilisés. C'est vraiment, l'activation d'un utilisateur, c'est quand il a son premier à un moment. Vraiment la première fois où il va dire: «OK, ce produit-là va me servir à ça» et qu'il s'en rend vraiment compte. Pas juste les belles paroles, la promesse qu'on peut avoir, la proposition de valeur, mais OK, je le découvre et je le comprends. Donc l'usage d'une première feature, donc on crée le compte utilisateur et derrière on va vraiment, heu exploiter le produit sur une feature engageante qui va nous permettre de mettre les pieds dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tellement fréquemment et sur lequel il faut faire très, très, très attention, j'ai envie de dire. Et je pense que toi, tu voulais parler, sur ce côté, activation. Si on commence à prendre des exemples, toi, tu en avais un qui était plutôt vachement bien et tu m'as montré comment dire, tout le parcours sur l'onboarding. Je trouvais ça top, c'est, côté Zapier. Ouais, c'est ça, mais c'est pour le coup, tu vois, je trouve que encore une fois, la collaboration, elle est vachement intéressante parce que tu vois vraiment ce qu'a fait chacune des deux équipes. Parce que, bah, en fait, c'est ce que tu disais sur cette histoire de, il suffit des comptes C'est sur des incroyable plateformes ça. où tu as des essais gratuits, on en a tous fait 1000, tu vois, et au final, t'en achètes vraiment combien? C'est voilà, sans jamais aller au bout de l'essai, sans même rien faire dans le logiciel des fois, parce qu'au final, c'était gratuit, puis t'as fait ton compte et t'as pas été au bout, et du coup, t'as même pas testé l'outil, quoi. Et au final, Zapier, je trouve ça bien construit parce que, donc, en termes d'activation, j'imagine, parce que je suis pas dans l'équipe, hein, mais que le aha moment, ou en tout cas, ce qu'ils vont aller chercher, c'est l'activation du premier zap. Ouais. Donc là, c'est un logiciel qui fait des automatisations, Zapier. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'aller chercher d'activer la première automatisation. Et tu vois que c'est vraiment un peu comme ça qu'il le pense, parce que quand tu vas aller créer ton compte gratuit, tu as cet onboarding, du coup, qui est produit, qui est dans le produit, qui est pensé pour, où ils vont être qualifiés. Tu es dans quelle équipe, tu es dans quelle taille de boîte, tu es dans quel secteur d'activité, à la fin même, tu utilises quels outils dans ta stack, et paf, comme ça, ils vont directement te proposer bah, des premières apps à mettre en place. Ça, c'est l'onboarding produit. Donc ça, c'est quelque chose, c'est des devs, quoi. Ouais, Enfin, clairement. Ouais, ouais, oui, 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 c'est, ils ont codé déjà des premiers apps, tu tes templates, comme ça tu les prends, tu les mets en place et en fait, on t'amène directement à devenir actif mm, et effectivement, c'est du développement. Alors sur Zapier, je sais pas quel type de développement que mais sur au final, peu importe le produit que tu vas proposer, l'idée c'est vraiment, dans cette étape d'onboarding, donc quand on parle d'activation, on parle d'onboarding, on va un peu mélanger tout ça, mm. mais ce premier parcours utilisateur que tu vas avoir, l'idée, c'est d'être le plus engageant possible. L'idée, c'est pas créer un compte utilisateur et boum, tu arrives sur le produit et là, débrouille-toi. Ça, c'est un gros risque qu'il peut y avoir, même si, et d'ailleurs, quand on parle de collaboration marketing et produit, on peut imaginer quelque chose comme ça, et c'est ce qui arrive assez souvent, c'est côté marketing, vous avez mis une campagne d'email pour justement inciter l'utilisateur J+2, J+4, j'en sais rien, à Mm. utiliser, à utiliser, à utiliser. Donc vous faites les efforts de votre côté. Il n'y a pas forcément de collaboration qui est faite avec le produit. Et nous, côté produit, ben, on peut faire une expérience d'onboarding qui est franchement trop simple. OK, le compte utilisateur est créé. On a réussi à toper les données qu'on voulait pour avoir une expérience qui paraît bonne. Donc, j'en sais rien, des données sur les secteurs d'activité qui les intéressent, les types d'entreprises, ce genre de choses. Et on jette la personne sur l'outil sans l'amener à être vraiment à l'utiliser sur sa première expérience engageante. Ben, au final, vous allez cramer du gaz, de l'énergie et de l'argent sur vos campagnes marketing, on va dire, et nous, on vous aura pas aidé à rendre ces utilisateurs actifs et ça peut être vite un échec. Ouais. Donc il y a un vrai Et travail là, là-dessus. tu vois, tu as parlé de ces workflow nurturing, mais c'est vrai que là, c'est là que tu vois que la complémentarité, elle est importante, parce que du coup, Zapier, ils servent de ces données-là en parallèle de cet onboarding, effectivement, avec les données que tu auras rentrées dedans. Bah, du coup, tu as des workflows de nurturing qui sont personnalisés, qui vont partir, parce qu'en fait, sur ces 14 jours d'essai gratuit, bon, moi, je l'ai fait plusieurs fois pour pouvoir collecter un petit peu les templates d'email et voir comment ça se passe, mais en fait, ils ont créé une espèce des leçons. Ils appellent ça, donc tu as 4 ou 5 leçons sur les 14 jours, 7 peut-être même. Et en fait, tu vas avoir un profil comme toi
donc de ta taille de boîte, de ton type d'utilisateur, de ta fonction et tout, qui va toutes les 2 semaines t'envoyer, alors bon, c'est un template Zapier, mais tu vas recevoir en gros comment Marc de telle boîte a automatisé tel truc. Et puis il te raconte la problématique, comment ils l'ont fait, et puis tu as le bouton essayer ce Zap, paf, et tu peux aller directement l'exporter. Et donc l'utiliser, enfin toi le mettre en place dans ton Zapier. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces données-là, elles sont alimentées par l'onboarding et elles vont venir compléter en fait les actions, te pousser à essayer d'utiliser l'outil si t'as pas complété par l'onboarding, enfin et même si en fait. Mais du coup, tu vois que les deux sont complémentaires dans la façon dont ça a été pensé, quoi. Mais clairement, et en fait, on se rend compte que la vraie question et là où il faut apporter une réponse, la réponse la plus tôt possible, c'est quoi ce fameux aha moment? Alors, c'est des grands mots qu'on utilise, mais la vraie question, c'est ça derrière, c'est la première action engageante où tu te dis, tu vas prouver la valeur de ton produit à ton utilisateur, et c'est pas si simple que ça suivant la solution qu'on propose. Donc là, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se poser et pas réfléchir dans son coin pour avoir une vraie action commune et définir cette métrique-là. Et c'est la métrique qui, derrière qu'il faudra suivre. Pas si simple, hein. Non, non, c'est clair. Bah, puis là, l'exemple Zapier, enfin, il paraît simple parce que c'est une boîte qui marche, c'est du PLG en plus, donc Exactement, sur du PLG, c'est cette différent. essai gratuit et tout. Mais là, donc là, t'as cette suite logique. On disait un petit peu, c'est pas un funnel, mais là, t'as l'activation, t'arrives sur le site, tu crées ton compte, machin. Donc là, t'as quand même activation qui suit, machin. Mais des fois, et puis après, t'auras le revenu parce que cette idée de ces workflows d'onboarding et tout, c'est de prouver la valeur pour que la personne prenne un compte payant, donc augmenter les taux de free to paid. Mais à la fin, des fois, t'as des boîtes, bon, bah, t'as vendu le logiciel, t'as encore jamais utilisé le logiciel, mais du coup, l'activation, elle va arriver après, au final. Et ça veut pas dire que le market doit pas avoir un impact, ça veut pas dire qu'on peut pas accompagner le produit sur comment est-ce qu'on fait pour leur montrer la valeur du produit, mettre en place, bah, c'est pareil, ces séquences d'onboarding, créer du contenu pour aider à l'utilisation, pour guider Bah, vers une utilisation en tout cas bah, efficace, quoi. suivant les types d'entreprises que tu vas attaquer, donc la taille de tes clients, on sait très bien que là, comme tu dis, là, on était sur du PLG. Si t'es pas sur ça, si tu es sur du SLG, ben, souvent, ce qui va se passer, c'est que tu as quand même de la prestation pour accompagner tes utilisateurs dans le premier usage du produit. Donc là, tu vois que tu fais également rentrer le service CSM CSM, ouais. dans cette définition là-dedans, et pareil, c'est du collaboratif, hein. Donc là, on reste sur la partie market produit, mais il y a aussi cette partie-là qui est non négligeable, indispensable, et la problématique reste la même. C'est quelque part, est-ce que tu t'es assuré que tout le travail que tes CSM vont faire pour onboarder tes clients sur le produit, ben en fait, est-ce qu'il fait, comment dire, est-ce qu'il est fait de la bonne manière? Est-ce qu'il va vraiment permettre à tes utilisateurs de rentrer dans ton produit? La problématique est la même, hein, donc à traiter, pas forcément de la même manière, mais la problématique derrière, c'est la même. Et du coup, une fois qu'on a montré la première valeur du produit, bah, il s'agit de démontrer la valeur du produit sur la durée, parce que l'impact, en fait, avec la rétention, du coup, il est très, 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 très proche Ouais, entre les deux sujets. Ouais. ouais, clairement. Bah, quand on parle de rétention, heu, tu peux trouver des grandes phrases et compagnie, mais tu en as qui vont te dire, par exemple, la rétention, c'est vraiment, rendre à un moment répétable. Alors là, c'est vraiment quand tu es, dans les très, 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 très T'es un grands, philosophe, là. Ouais. voilà, exactement. Mais c'est la continuité qui est quand même assez naturelle, et il faut vraiment continuer à alimenter tout ça. Si on prend, par exemple, un bon exemple, c'est Airbnb, comment ils ont réussi à bosser tout ça. Eux, le côté activation, pour le coup, je trouve que sur une plateforme comme ça, c'est complexe. Il y a les loueurs, il y a les locataires, donc au final, tu as des personnages qui sont différents. Donc il faut arriver à trouver un moment un peu pour les 2, et au final, eux, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que c'est un peu le même. C'est-à-dire, c'est pas quand tu déposes ton annonce que tu as ton aha moment. C'est-à-dire, OK, tu vas dire: «Bon, je l'ai déposé, mais en fait, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose?» Mais c'est quand derrière, tu as la première résa qui est faite, tu dis: «C'est formidable, ça m'a pris 5 minutes, j'ai déposé une annonce, et là, je vais enfin, il y a mon bien qui va Il y a être l'argent loué qui pour une rentre, semaine». Voilà, mmh. un bien qui va être loué pour une semaine, et je vais faire rentrer, je sais pas moi, 1 000, 2 000 €, c'est quand même assez incroyable quand on le regarde comme ça. Et si on prend Airbnb, eux, ils se sont arrêtés sur ça et ils se sont dit: «Mais ça veut dire que, ce moment-là, il faut vraiment qu'on arrive à l'améliorer pour, qu'à chaque fois qu'un loueur veut mettre un bien en ligne ou quoi que ce soit, mais l'expérience soit la meilleure possible». Et donc eux, ils ont réussi à identifier,
Par exemple, le fait que, et je parle vraiment quand ils étaient au tout début de leur expérience, mais que les annonces qui performaient, c'était les annonces qui avaient la meilleure qualité photo. Alors, je vais dans des idées très très Mmh. loin, mais eux, ils ont même fait appel à des photographes pros qui sont allés prendre en photo les biens pour avoir une qualité d'image assez dingue. Et l'autre sujet qui était super important pour eux, c'était en fait, maintenant, ça nous paraît tellement logique, alors qu'à l'époque, quand ils ont rencontré cette problématique, mais elle était forte. C'est toi, tu vas louer un bien sur une plateforme, mais qui te dit que, en fait, il y a vraiment un bien derrière et que t'es pas en train de te faire arnaquer. Donc, ils avaient un vrai sujet sur garantir comment dire, l'identité Mmh. du loueur, et ils ont fait toute une expérience là-dessus pour faire en sorte que tu sois le plus, comment dire, le plus serein possible quand tu vas louer un bien. Alors, je dis pas qu'il peut pas y avoir des ratés, hein, bien entendu, mais dans cette logique de rétention, ils sont partis du A à moment Mmh. qu'ils avaient déterminé, et derrière, c'est rajouter de la feature additionnelle pour arriver à continuer à rassurer et à garder tes utilisateurs sur ton produit. OK. Et oui, oui, oui. Mais c'est vrai que et c'est là enfin, je reviens sur ce qu'on disait avant. Au final, ça passe par des actions des fois. Enfin, là, tu l'as dit, tu as des photographes, tu as des enfin, c'est encore une fois, c'est pas forcément que du logiciel, que de l'emailing, tu vois? Parce que c'est vrai que des fois, je me dis, on prend toujours enfin, on va me dire que je prends toujours les mêmes exemples et puis que c'est un peu facile, tu vois? Mais en tout cas, non, ça c'est encore une fois une réflexion commune puisque ça peut prendre différentes formes, quoi. Ouais, 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 clairement, clairement. Sur ce sujet de rétention, tu vois? Alors c'est vrai que Airbnb en plus c'est particulier parce que bon, le sur les B2C tu pourrais dire, faut avoir Compliqué, une hein. bonne stati une bonne en plus tu réserves pas toutes les semaines, tu vois? Donc faut garder à la fois les propriétaires et les 2 côtés. Problématique de marketplace, c'est quand même complexe. Hem et heu et ouais, moi, je voulais revenir sur un autre exemple, tu vois? Qui est, parce qu'évidemment, la rétention, c'est super important, ça sert à rien de générer beaucoup de pipe, si on n'est pas capable de garder un client, d'alimenter un panier percé. On peut avoir beaucoup plus d'impact, presque, sur le chiffre d'affaires en alimentant en augmentant de quelques pourcents la rétention, Clairement. heu, alors qu'il faudrait monter beaucoup plus haut, les pourcentages, en haut de funnel. Oh, j'ai dit funnel et j'ai dit que c'était pas un funnel. Oh! Puni! Mais du coup, ouais, je reviens sur ce sujet-là, il est vachement important. Et il y a un exemple que j'aime bien, sur ces sujets-là, tu vois? C'est les boîtes qui font des solutions de webinares, comme, Livestorm ou Contrast. Heu, Parce qu'en fait, je sais pas comment font les utilisateurs, mais moi, quand je fais un webinar, en gros, tu vas prendre l'abonnement au début du mois où tu as ton webinar, le temps de faire tes invitations, tu fais ton webinar, tu récupères ce que tu as besoin et puis après tu coupes, quoi. Et puis tu referas pareil pour ton prochain webinar. En tout cas, c'est une des problématiques un peu classiques auxquelles ils font face. Et puis on voit qu'ils cherchent, des solutions pour faire ça, à la fois market, sur les sujets de pricing, sur des trucs comme ça. Évidemment, tu as, le prix à l'année l'abonnement à l'année qui est un peu moins cher que l'abonnement au mois, où tu as des remises comme ça. Et puis après, tu vois qu'ils ont pris aussi des choses, Livestorm, j'ai vu que récemment, ils testaient un truc, sur un nouveau format de pricing, encore une fois, où du coup, ils vont là où c'était un abonnement mensuel pour un nombre de sièges, et bah, du coup, ils te donnent un abonnement, tu achètes un pack de contacts actifs sur une année. Et donc en fait, tu vas acheter un volume de personnes qui vont assister réellement à des webinars. Et alors, du coup, leur proposition de valeur, c'est en gros ne payer que pour les gens qui viennent vraiment, quoi. Voilà, à voir si ça fonctionne ou pas, mais en gros, encore une fois, là, ils testent un truc. Contraste, ils ont fait autre chose, c'est que et là, encore une fois, ça a des implications produits. À voir, j'aimerais savoir comment c'est venu, tu vois? Mais d'ailleurs, je pourrais parce que je le connais, Maxime, mais hem et c'est de dire, quand tu as fait ton webinar, comment est-ce qu'on peut continuer à apporter de la valeur, en fait? Et du coup, bah, un webinar, c'est un contenu riche, je l'ai souvent répété sur le podcast, tu peux faire du recyclage derrière du contenu, sur des articles de blog, sur des shorts, sur des enfin différentes, sur le podcast, tu récupères la version audio, pourquoi pas, sous différents formats. Et du coup, eux, en fait, ils ont implémenté des fonctionnalités d'IA qui vont aller justement t'aider à générer ces contenus-là sur la base de ton webinar. Pour essayer de garder les utilisateurs dans la durée en attendant le prochain événement, quoi. Donc Ouais. tu vois, c'est 2 approches différentes, un pricing qui a certainement des implications dans la façon dont vous, côté produit, vous allez compter, les utilisateurs pour pouvoir vraiment mettre en place ce compteur-là et puis gérer cette formulation de produit, enfin de pricing. Il s'agit pas juste d'un test sur une page, genre, j'imagine, et puis après, bah, là, pour le coup, on est sur des fonctionnalités additionnelles au produit, quoi, Il y a sur un du point contraste. il y a un point que je trouve intéressant aussi, toujours quand on prend cette relation et quand on la monte d'un niveau, c'est que, là, pour l'instant, on a balayé les 3 sujets, hein. On a parlé d'acquisition, d'activation et de rétention, et on s'aperçoit, qu'il y a une question à se poser de manière,
de manière générale, et c'est un sujet qu'on avait abordé, moi que j'ai abordé il y a pas longtemps. J'ai organisé un meet-up là sur Marseille avec la CPO de Mail in Black. Mmh. Ils ont eu un sujet sur les 4 dernières années. En fait, ils sont passés sur la diversification produit. Donc, ils avaient un produit historique et là, maintenant, ils sont sur une plateforme avec une offre qui est beaucoup plus large sur la cybersécurité. Et quand ils ont voulu justement lancer cette diversification, la stratégie à mettre en place, quelque part, t'es sur un produit qui vient de sortir. La stratégie, c'est acquérir du client. Donc, quelque part, côté produit, les features qui vont être plutôt orientées rétention, pour faire attention au churn qu'on peut avoir et tout, très honnêtement, comme elle a pu nous partager, c'était des trucs qui passaient au second plan. Mmh. Là, c'était, alors pour les commerciaux, comme elle nous a dit, là, c'était Disneyland. Un commercial qui arrivait et qui disait: «J'ai besoin de ça pour signer», pas de problème, ça va être fait. J'ai besoin de ça pour signer, ça va être fait. Là, c'était incroyable. Donc, sur l'acquisition au niveau produit, l'idée, c'était vraiment de charbonner. Et au bout de, je sais pas, 9 mois, 1 an, j'ai plus trop les chiffres qu'elle m'avait dit. C'était OK, là, on met un coup de frein à main, on regarde là où on en est, on coupe les vannes. On a réussi à acquérir un nombre de clients qui est plutôt intéressant par rapport à ce qu'on voulait. Là, maintenant, le but, c'est de pas les perdre. Donc, la problématique, de manière stratégique, je parle plus produit, c'est vraiment strat. L'entreprise, c'est maintenant ces clients-là, on veut vraiment être sûr de pouvoir les garder. Et en fait, on va générer de l'upsell sur toute le, sur sur tout le portfolio qu'on peut avoir. L'idée, c'est de générer de l'upsell avec eux. Et donc, d'un point de vue stratégique, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a ce framework-là et au final, suivant là où on en est dans l'entreprise et par rapport à un certain produit, l'idée, c'est pas forcément de s'attaquer aux 5 points. Mmh. C'est la problématique du moment, ça peut être 1 point, allez, peut-être 2 points, mais si jamais on cherche à s'attaquer aux 5 points, de front, soit on est vraiment une entreprise qui est dimensionnée pour ça, soit c'est potentiellement qu'on fait une erreur. Non, mais c'est là qu'il est intéressant ce framework, tu vois? C'est ce que tu dis, on en parlait avec, Mathieu Segui, que Ouais. tu connais, aussi, quand on a sur un épisode où on parlait de product marketing, où, l'idée de se dire en fait, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire, on va faire ça, pourquoi est-ce qu'on le fait? À quel, soit tu prends, le problématique à l'envers, on va dire, tu regardes tes étapes, tu vois où tu as des trous et puis tu dis: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça?» ou alors tu vas prioriser en te disant: «Quelle est notre priorité stratégique en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de l'impact, ensemble sur, le referral, sur, la rétention, sur machin?» enfin, où est-ce que OK, tu as envie de faire ça, tu me demandes ça, mais pourquoi en fait? Tu vois? Quelle est l'intention que tu as derrière? Sur quel levier tu veux jouer, quoi? Évidemment, après, comme tout, on a dit, ça se mesure pour voir si ça fonctionne, mais Et j'ai envie ouais, de dire, tu en discutais avec Mathieu, et Mathieu, lui, c'est du product marketing. Et c'est marrant ouais, parce que c'est le croisement de nos 2 fonctions, donc c'est pas ouais, étonnant. c'est clair et du coup, on a glissé le mot 2 fois, c'est le referral. Le referral, c'est comment faire en sorte que tes clients actuels, parlent de toi à d'autres prospects potentiels et t'apportent d'autres clients. C'est vrai que c'est un sujet au market presque, on peut être assez indépendant. Tu vois, j'avais dit, c'est un truc un peu classique en B2B, le programme de parrainage, que tu vas mettre en place. Voilà, bon après, tu me recommandes à ton collègue, puis tu auras une réduc sur le logiciel, ou alors tu auras une carte cadeau, ou tu auras un truc comme ça. C'est enfin, c'est bête, mais ça fonctionne, à condition que ça s'anime, ça se pilote. C'est vrai que j'avais fait un épisode, moi, tu vois, avec Aurore Soulas, Ouais, qui avait mis en place un programme de parrainage comme ça chez Dext. ouais. Donc un truc de compta, logiciel de compta, je l'ai résumé grossièrement, si elle m'entend, peut-être qu'elle sera pas contente. Mais enfin, elle a changé de boîte, donc peut-être elle s'en fout d'ailleurs. Mais son cas était très bien parce que, tu vois, c'est ce qu'elle expliquait, que c'était vraiment, c'est un programme transverse, il y avait des KPI, c'était une priorité pour tout le monde, c'était piloté, donc voilà, c'était, tu vois, c'est vraiment, encore une fois, un programme comme ça de parrainage. Ça paraît bête, je dis: «On peut le mettre en place tout seul», mais non, ça se pilote sur la durée. Ils avaient t'as des réunions quotidiennes, enfin pas quotidiennes, t'as des réunions hebdo ou mensuelles, selon le rythme auquel tu veux aller. T'as des chiffres, tu un nombre de clients assignés par ce levier-là. Il y a des actions que tu peux mettre en place de temps en temps pour stimuler. Il faut choisir les bons cadeaux. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Faut aligner les équipes, faut que les CSM ils soient aussi impliqués. Bon, bref. Mais encore une fois, peut-être que à la Beh, limite, j'ai envie de te dire, à part figurer des pop-up dans le produit, c'est peut-être moins l'application produit dans ces programmes de ouais. parrainage, quoi. Ouais, et en fait, justement, c'est là où je trouve que la collaboration, elle peut être intéressante. C'est quand même que ça veut dire que côté produit, des fois, on oublie un peu l'intérêt qu'il peut y avoir de tout ça, côté referral. Donc, c'est bien d'être très sensibilisé là-dessus. On peut reprendre même le premier exemple qu'on avait eu avec Typeform.
Mmh. Il y a une notion de referral derrière et Oui, c'est oui, vraiment oui. arriver à sensibiliser les équipes produits là-dessus. Je trouve que côté marketing, c'est intéressant d'arriver à redescendre cette information côté produit pour bien comprendre l'enjeu et on se rend pas forcément compte d'un truc, c'est que quand on va embarquer le produit là-dessus, il y a peut-être certains KPI qu'on traçait pas. Alors attention encore, sur les KPI, les vanity metrics et compagnie, si on commence à tout mesurer, ça veut plus rien dire. Mmh. Mais potentiellement, sur ces notions de referral, il y a des actions qui ont été, entamées par des utilisateurs sur lesquels ils sont pas allés au bout et vous, sur la partie marketing, vous avez pas forcément une vue là-dessus. Et si au produit, en fait, c'est quelque chose, qui nous passe un peu, par-dessus la tête, on va peut-être pas tracer ces actions-là et ça peut être super intéressant, en fait, de les tracer parce qu'on peut s'apercevoir que, soit l'expérience qu'on a proposée, elle est pas assez bonne ou autre, mais trouver un petit point de friction, qui est pas du tout identifié côté market et qui peut vous déverrouiller vraiment, vos actions marketing derrière. Donc c'est un peu comme ça que je peux le voir ce truc-là, c'est oui, nous côté produit, c'est pas le sujet qui nous paraît être le plus critique, mais pour autant, si on continue à bien faire les choses et donc bien tracer, les comportements utilisateurs qu'on peut avoir, on va avoir un impact nous sur cette, partie referral. Oui, c'est vrai que potentiellement ça peut être, déjà de faire figurer le bouton à un endroit dans le produit, quand c'est pertinent, tu vas recommander à des clients ou alors quand tu as déverrouillé certaines actions parce que tu as tiré une bonne valeur du produit, tu as peut-être ce type de comportement anticipé. Puis après, c'est vrai que c'est ce que tu disais, selon comment on goal le programme pour débloquer la récompense, des fois c'est quand le compte a été créé, des fois c'est quand tu as un contact avec un commercial et du coup, bon, bah, là, ça fonctionne en dehors du Ouais, produit, tout mais à des fait. fois, il faut avoir déclenché une action dans un produit pour pouvoir débloquer la récompense et à ce moment-là, il faut être capable déjà bêtement, bah, de le tracer dans le produit, quoi. Mais clairement, clairement, Mmh par mh. exemple, si tu es sur du parrainage, que tu vas renseigner potentiellement une adresse mail et que tu vas pas au bout, bah, en Mmh. fait, il y a une question à se poser. Alors, je dis pas que tu auras toujours la réponse, mais c'est intéressant de voir si jamais tu as 99% de tes gens qui l'ont fait et qui sont pas allés au bout, pourquoi ils sont pas Oui, allés au bout? Ça se trouve, c'est ton formulaire qui a un problème ou un truc comme ça et tu t'en es même pas rendu compte, quoi. oui, en plus, il y a ça, ouais. Ouais, c'est clair. Et puis après, il y a des boîtes qui font des trucs intéressants, tu vois? Aussi, je trouve là, pour le coup, en fait, quand on vend un produit, c'est pour rendre service, voilà, c'est pour, débloquer un problème, tu vois? Et tous les produits ont des dashboards, en fait et quand tu es capable de faire du dashboarding, bah, potentiellement, tu es capable de faire du reporting sur comment tu as progressé dans l'année, comment tu as utilisé le produit dans l'année, tu vois? Et je pense aux Wraps de Spotify, qui te font, chaque mois de décembre, tu sais, tu as, ton bilan de alors quand tu es un utilisateur, B2C, enfin lambda, c'est, ce que tu as écouté dans l'année, tes meilleurs titres, tes machins. Mais quand tu es podcasteur, par exemple, bah, ils te font, voilà, la croissance de ton podcast, le volume de tes écoutes, comment la croissance de tes abonnés, machin. Tu vois? Et du coup, c'est marrant parce que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de referral, bah, du coup, en fait, tu as une espèce de petit bilan de tes dashboards, de tes KPI que tu vas suivre tout le temps, à partager sur les réseaux sociaux. Tu vois? Et du coup, c'est vachement intéressant parce que, bah, pour le coup, le Wrap de Spotify, c'est un truc, bon, tu le vois partout, quoi, quand ça sort. Tout le Ouais. monde le partage. Alors côté produit, moi j'ai un sujet, désolé, du coup, je te fais perdre un peu de temps sur cette partie-là, mais moi, il y a un sujet qui m'a Mmh. toujours, étonné, dans beaucoup de boîtes et est-ce qu'on peut mettre ça dans du referral? Bon, à la limite, c'est pas forcément déconnant, mais moi, je me suis aperçu, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients que j'ai accompagnés, qu'au final, on apporte une valeur à nos clients, mais qu'on n'est pas capable de la mesurer. Mmh. C'est-à-dire qu'on va potentiellement améliorer, je sais pas, pour eux, ça va être plus rapide ou, un gain de temps, d'argent ou une vraie valeur sur des estimations qu'ils peuvent faire. Voilà, je prends, il y a 1000 exemples et derrière, on est incapable de dire, mais vraiment, de manière concrète, voilà ce qu'on leur a amélioré et quelque chose qu'on peut mettre en avant, bah, sur le site ou autre et je trouve ça assez fou parce que, on le sait, mais dans la manière dont on a créé notre produit, on n'arrive pas à capitaliser sur l'info finale, et faire en sorte d'engager un peu les utilisateurs pour qu'ils puissent nous dire: «Bon, bah, vraiment, bon, voilà, grâce à vous, j'ai gagné ça» Ouais. et c'est franchement dommage. Ouais, bah, là, tu refais le point avec la rétention, au final. C'est montrer à travers le produit, à travers le dashboard aussi de ce que tu mets en avant, bah, les KPI qui justifient la proposition de valeur que tu leur as vendue, Ouais quoi. et vraiment, je l'ai vu un nombre de fois et c'est compliqué parce qu'on se dit: «Ouais, mais le client, il va pas aller renseigner ça, il s'en fout». Bah, en vrai, peut-être, mais essaye et trouve un moyen. Déjà propose le truc le plus simple et on va voir. Peut-être qu'il jouera le jeu et si c'est pas le cas, trouve un moyen de détourner, mais
Sinon, en fait, tu n'es même pas capable vraiment de prouver que tu as amené quelque chose. Le seul truc qui le Mais prouve, c'est juste que le client est content et à la limite un témoignage qui est déjà très très bien, hein. Attention. ouais, ou alors c'est des trucs que le client aura mesuré lui-même en dehors parce que voilà, il voulait se rendre compte du ROI du logiciel, quoi. Encore plus dommage. Un C'est-à-dire que peu. tu n'as même pas l'info, c'est frustrant. Mais tu vois, c'est vrai que du coup, quand t'as ces espèces de dashboards, au final, cette mécanique-là de Spotify, c'est quelque chose qui peut être vachement reproduit. Tu vois, bah, Ouais, typiquement clairement. Magic Post, qui est un outil qui fait des AI pour générer des posts LinkedIn, bah, ils te font ta rétrospective de l'année et tes perfs sur LinkedIn. Les outils du coup, tous les outils de réseaux sociaux, en fait, pourraient faire ça. Même Substack, qui est mon outil de newsletter, par exemple, il pourrait te faire une rétrospective de la croissance de ta newsletter, l'engagement de tes utilisateurs, partager avec plaisir. Là, je pense à des outils, alors là, pour le coup, c'est un peu dans l'outil, même comme Product Hunt ou Ouais. Favicon, où tu as ces logiques de classement, et du coup, bah, à la fin, tu as ton classement à partager. Un CRM, il pourrait te faire une rétrospective, je sais pas, sur l'année. Bon, peut-être que c'est pas des données que tu partagerais, mais que tu peux peut-être déjà partager en interne, ne serait-ce que pour faire valoir ton travail sur certains points, tu vois. Enfin, les bilans carbone, enfin, on peut trouver, pour tout type d'outils, je suis sûr, à partir du moment où tu as un dashboard, tu peux trouver des choses comme ça que tu peux utiliser pour dire à la fin, déjà, à la fin du mois, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, peu importe, à ton utilisateur, bah voici. D'ailleurs, HubSpot, ils ont mis ça en place, j'ai vu récemment. Je l'ai vu dedans, je l'ai vu popper à la fin du mois, dans votre rétrospective du mois. Tu vois, déjà pour te dire, vous avez bien bossé, mais vous avez bien utilisé notre outil aussi. Donc, tu vois, c'est à la fois rétention et à la Ouais, fois, ça peut être de clairement. la valorisation interne ou du referral. Pour si certains sites à le partager sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais voilà, tu as tout ça. Et puis voilà, pardon, du coup, je me suis perdu, je suis parti dans tous ces exemples. Mais en tout cas, à partir du moment où tu as du dashboard, en fait, tu as des données que tu es capable de remonter. Tu as certainement des choses à aller chercher pour montrer l'impact de ton outil dans le quotidien de Ouais, l'utilisateur. Et puis pourquoi pas l'inciter aussi auprès de son réseau de pairs à dire regardez ce que ça m'a fait gagner, quoi. mais clairement. Regardez comme j'ai bien bossé. Bref, dernier sujet, c'est un épisode qui est un peu plus long que d'habitude. Faut dire que c'était on a fait en 1 heure et demie, je crois. Mais du coup, le revenu, c'est la dernière partie, je dis bien la dernière partie de ce framework et pas de ce funnel. Hem, Bah, ouais, vas-y, vu que j'ai parlé, je sais pas si tu Non, mais voulais, ouais. sur le revenu, le point que je trouve très très important, je sais que c'est un sujet quand même que tu as pu déjà aborder avec d'autres personnes, mais Mathieu en fait, notamment. ouais, voilà, nous, côté produit, vous allez avoir tendance à avoir des gens qui peuvent avoir la tête dans le guidon. Et c'est-à-dire que au final, on se retrouve quand on est, comment dire, quand on a une grosse casquette plutôt technique, on a tendance à dire l'utilisateur a besoin de ça, on fait, on se documente, on sort, on se documente, on sort, et en fait, on perd un focus. C'est bah déjà, est-ce que le service qu'on est en train de mettre en place, il est toujours indispensable par rapport à la proposition de valeur qu'on peut avoir, ou est-ce que c'est quelque chose d'additionnel? Donc en gros, est-ce que si jamais on le sortait pas, on perdrait notre client ou non? Et quand on commence à se poser les questions de cette manière-là, on se dit: «Mais si jamais on est hors de ce scope-là, bah, c'est un service qui peut être intéressant, mais c'est un service qu'il faut qu'on monétise». Mmh. Et donc sur cette partie revenu, et dans la collaboration qu'il peut y avoir avec le marketing, c'est justement, je trouve, éviter le plus possible de rentrer dans cet effet tunnel qu'on peut avoir, côté produit, qui peut avoir des vrais effets néfastes. C'est-à-dire qu'on va, quand on prend un SaaS, on va dire: «Bon, ben, voilà, dans l'abonnement, il y a toutes ces features-là». Alors déjà, on parle en termes de features, on pourrait plutôt parler en termes d'usage qu'on va aborder, pardon, qu'on va amener à nos utilisateurs. Mais la vraie question, c'est: mais est-ce que c'est pertinent de mettre, comment dire? Ouais, cette fonctionnalité, hein, on va rester sur ce niveau-là. Est-ce que c'est pertinent de la mettre dans ce package-là? Parce qu'au final, la proposition de valeur est vraiment la promesse qu'on a délivrée. Sans cette feature, on la délivre. Donc avec cette feature, bah, c'est quelque chose qu'il faut réussir à monétiser. Mmh. Et c'est pas forcément simple de la travailler côté produit, et c'est là où vraiment, la collaboration avec le marketing, je trouve qu'elle est super intéressante là-dessus. Ouais, 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 avec le marketing ou le revenu, enfin, Ouais, tout on à va fait, dire ouais, où ouais, ouais. c'est situé dans l'entreprise, mais c'est vrai que on peut shipper des features, c'est facile, mais par contre, bah, de temps en temps, ça peut du coup amener effectivement une évolution du prix, parce qu'au final, quand on veut jouer sur le levier du revenu, il y a plusieurs leviers. Il y a comment tu vas aller diviser tes plans de pricing, quelles fonctionnalités vont dans quel plan, bah, une augmentation de prix, hein, tout simplement. Effectivement, savoir de temps en temps quand la valeur délivrée
elle augmente, effectivement, le prix il peut augmenter un petit peu. On le voit, on l'a fait avec Multiman, mais on le reçoit souvent, Netflix, Google, Workspace, enfin des trucs comme ça. Tu reçois des notifs de temps en temps, voilà, revalorisation du prix, parce que si, parce que ça. Et puis après, il y a aussi comment est-ce que tu vas essayer de mettre en place tes logiques d'upsell, de cross-sell, c'est ce que tu disais, des fonctionnalités que tu vas rajouter, que tu pourrais vendre à côté en fait de tes plans classiques. Ou alors comment est-ce que tu vas, on en parlait avec Mathieu, tu vois, identifier la fonctionnalité où tu vas créer de la friction Ouais, qui clair. va te permettre de passer au plan supérieur. Du coup, dans cette logique d'upsell, dire ça c'est suffisamment important pour déclencher l'action de prendre le plan supérieur, et donc peut-être que tu vas aller l'isoler. Tu vois, j'aime bien t'as l'exemple de Podia. Moi, c'est là que là-dessus, j'héberge, je gère une partie de la communauté, on va dire, et les ressources. Mais en fait, à la base, c'est un logiciel qui permet qui permet aux créateurs de formation de vendre des formations en ligne. Et du coup, leur proposition de valeur, c'est de dire aux créateurs de contenu, gagnez de l'argent grâce à votre contenu, quoi. On va vous aider à vendre vos formations. Donc dans le premier plan, tu as tout ce qu'il faut pour créer ta formation, l'héberger, gérer les plans de paiement, les machins, et puis les interactions avec les formés, on va dire, dans le truc. Et puis dans le plan du dessus, et la fonctionnalité il y a une fonctionnalité qui justifie de passer au plan du dessus, c'est faire de l'affiliation marketing, c'est-à-dire permettre à d'autres personnes de recommander ta formation ou de la vendre pour toi et puis de gérer la rétrocom. Et, du coup, ça, c'est une fonctionnalité qui est suffisamment importante pour te dire, si tu veux aller, donc très bien, tu as ton plan, tu peux gérer tes formations, tu peux les vendre toi-même et tout. Tu veux permettre à d'autres personnes de t'aider à vendre ta formation pour passer un gap, et paf, c'est suffisamment important pour payer un peu plus. Et puis après, tu as d'autres produits, tu as plein de trucs, en fait, tu veux gérer les interactions pour faire toi-même, tu as plusieurs formations, et puis tu veux gérer les interactions en dehors de la plateforme avec tes utilisateurs pour pouvoir leur vendre d'autres choses. Et en fait, peut-être, ils ont dû se dire à un moment que c'était intéressant de développer de l'emailing Ouais. directement aux listes des personnes qui sont abonnées. Mais ça, l'emailing, en fait, c'est intéressant quel que soit le plan. Et c'est une fonctionnalité qui peut vivre toute seule parce qu'après tout, elle vient renforcer la proposition de valeur tout en étant indépendante. En tout cas, tu peux la délivrer sans. Et donc, ils ont créé un plan spécial, c'est du cross-sell du coup. T'as Podia Mail, et donc en fait, selon le volume de mails que tu vas envoyer, tu vas payer un peu à la conso. Et ça, c'est indépendant, tu peux le prendre quel que soit ton plan. Et du coup, elle illustre bien cette logique de tu délivres une proposition de valeur, tu vas upsell si effectivement tu veux aller chercher encore plus de cette proposition de valeur-là, et puis tu as une proposition de valeur qui vit un petit peu de façon indépendante, quel que soit le plan, et du coup, là, tu peux la payer à l'utilisation, c'est du cross-sell. Et je trouve qu'en tout cas, cette logique-là, elle fonctionne bien. C'est un bon exemple, en tout cas, et encore une fois, ça a des implications dans la collaboration market-produit pour aller identifier les fonctionnalités qui justifient d'être dans tel ou tel plan, qu'est-ce qui va justifier de passer au plan du dessus, et à partir de quel moment on a créé une valeur suffisamment indépendante pour créer presque soit effectivement une option complètement indépendante qu'on va sortir des plans de pricing, soit pourquoi pas un produit complémentaire. Clairement. Et alors là, c'est un sujet, qui est tout récent aussi. Moi, j'ai pas été confronté encore vraiment à ça, mais avec tout ce qu'on vit, ces dernières semaines, ces derniers mois avec l'IA, l'agentique, tout ce qu'on peut avoir derrière, la manière dont on fait nos plans de pricing et sur du SaaS, on est sur de l'abonnement en général. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être repensées parce que Ouais. là, on tourne vraiment sur de la conso pure. Comment on arrive à naviguer là-dedans? Comment on arrive à avoir des offres qui sont toujours assez cohérentes? Parce que la conso pure, on s'appuie également sur ce que ça nous coûte par rapport au service qu'on consomme, nous, comment dire, personnes qui allons proposer le service à la base, mais c'est des coûts qu'on maîtrise pas non plus. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent là-dessus, et la partie revenu, je pense que dans les mois qui arrivent, elle va être très, très intéressante à travailler Ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, et je pense que il y aura beaucoup de choses qui vont être testées. Il y aura moins de standards, Mmh. et il y aura moyen d'en rediscuter, ne serait-ce que dans 6 mois, et d'avoir une vue un peu différente, je pense. Ouais, c'est clair. Pour la façon dont les IA price, effectivement, c'est très différent du SaaS traditionnel, et du coup, ça amène des réflexions. Même quand tu intègres toi de l'IA dans ton produit, comment est-ce que tu vas Mais c'est le exactement refacturer ça. sur le client, hein? Voilà, parce que il y a les produits 100% IA, mais il y a les produits, ton SaaS où tu l'augmentes un peu avec de l'IA, mais comment tu prices ça? Voilà, pas mal de questions autour de ça. C'est clair. Bon, voilà, écoute, on arrive un petit peu au bout de cet épisode fleuve, comparé un petit peu à mes standards, mais moi, c'est vrai que je trouve ça vachement intéressant. En tout cas, la collaboration market-produit, c'est un levier qui est super intéressant à travailler. Enfin, c'est un indispensable à travailler, même autant Clairement. que la relation market-commerce. Et puis, ce qu'on voulait montrer, c'est ça, c'était que ce framework-là, en fait, ça peut être un outil de discussion. C'est pas un funnel, évidemment, mais ça permet en tout cas aux deux équipes de se poser et puis de se dire,
sur chacun de ces points, qu'est-ce que toi tu peux faire, qu'est-ce que moi on peut faire, je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, Et comment est-ce qu'est-ce qu'on qu'on peut apporte augmenter aussi? l'impact Ouais, qu'on a ensemble à chacun de ces points, quoi. clairement. Voilà. Merci Marc. Bah, merci à toi. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc en conclusion un Mmh, petit peu sur le mot de la fin pour mmh. fluidifier cette relation-là ou Non, de travailler, mais plutôt très, très bien. Puis, franchement, merci de m'avoir invité. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on a pu faire déjà une presse, chez mmh, Marseille Innovation et c'était super intéressant. On avait eu plein de bons retours, donc c'est plutôt cool et puis c'est une bonne piqûre de rappel, je trouve, à chaque fois. super. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup et puis, bah, je te souhaite une bonne journée. Une bonne journée à toi également. Salut. Salut.